Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet de droit, la présomption d'innocence et la vie collective au travail. C'est un sujet de droit, on en parlera avec François Hubert, ça tombe bien, il est avocat en droit social. Le cercle RH, on va parler de simplification. Vous en avez entendu parler, Amélie de Montchalin a évoqué des économies de 2 à 3 milliards sur nos agences. On y reviendra avec nos experts, Marc Landré, associé chez SIA, et nous serons avec Pauline Martin, sénatrice LR du Loiret. Elle est membre justement de cette commission spéciale au Sénat sur un projet de loi de simplification. Que faut-il supprimer? Que faut-il fusionner? On en parlera avec eux dans quelques instants. Puis enfin, fenêtre sur l'emploi pour rester dans l'esprit de la simplification. 45 propositions de simplification de l'environnement réglementaire des entreprises, la paperasserie administrative. On en parlera avec Marc Canaples, il est responsable du pôle droit et économie de la CCI Paris-Île-de-France et un rapport justement avec ces 45 propositions que l'on va détailler à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la présomption d'innocence et de la vie collective au travail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va en parler tout de suite avec François Hubert, avocat en droit social au cabinet Voltaire. Merci François d'être avec nous. Parlons très concrètement, l'enjeu de la présomption d'innocence et de la vie collective au travail. Exemple, harcèlement moral, le manager est accusé, on fait une enquête, la collaboratrice a dénoncé des agissements. Bon, on est un peu comme dans la justice traditionnelle. Il y a la présomption d'innocence pour le manager. C'est bien de ça dont il est question. Bonjour Arnaud, Bonjour. Merci pour votre invitation. Effectivement, dans ce cas de figure que vous citez, lorsqu'il y a une dénonciation d'une collaboratrice d'une situation de harcèlement moral, la personne qui est mise en cause, en l'occurrence le manager que vous citez, a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à l'issue du traitement de cette dénonciation. Que consiste la présomption d'innocence? C'est le fait pour la personne qui est mise en cause, en l'occurrence, lorsqu'on lui reproche des faits fautifs, d'être considérée comme une personne innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice qui est devenue définitive le condamne, effectivement. Ou le blanchisse. Ou le blanchisse. Dans quel cas, sa présomption d'innocence est encore confirmée par la suite. On dit que parfois le mal est fait dès qu'on est accusé, sans qu'évidemment la preuve soit faite et que l'enquête soit faite. Les regards, les petits mots. Qu'est-ce que doit faire un employeur pour protéger celui qui est accusé ? Alors dans cette situation, effectivement, on peut le voir en pratique que pour la personne qui est mise en cause, ça peut être assez difficile à supporter. Pour autant, l'employeur, il est tenu non seulement d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la personne qui a dénoncé les faits, mais il est aussi tenu de veiller justement au respect des droits, en particulier le droit de la défense et de la présomption d'innocence de la personne qui est mise en cause. Et face à une telle situation, l'employeur sera invité fortement à mener, entre guillemets, une enquête interne pour éclaircir les faits dont il est saisi et voir si oui ou non la personne qui est accusée a réellement commis les faits qui lui sont reprochés. Alors on entend bien l'expression présomption d'innocence, c'est un mot qui est très utilisé dans l'actualité, d'ailleurs pénale, médiatique, mais au sein de l'entreprise, qui prend en charge la protection de celui qui est accusé? On va parler évidemment de celle qui dénonce ou de celui qui dénonce, mais celui qui est accusé, la RH lui dit vous êtes présumé innocent. Est-ce qu'on verbalise? Est-ce que l'avocat est présent? Comment on fait concrètement? Parce que sur le principe, évidemment, il est présumé innocent. Alors, la difficulté, c'est que dans le Code du travail, il n'y a pas de disposition spécifique, sauf cas particulier, mais pour lequel on n'est pas sur ce cas de figure, mais il n'y a pas de disposition légale qui formalise l'enquête ni ses modalités. On a des recommandations qui sont faites notamment par le défenseur du droit. On a aussi la jurisprudence qui tend à poser un certain nombre d'éléments pour justement encadrer ces enquêtes internes qui sont menées soit par l'entreprise, soit par un prestataire extérieur, en particulier ça peut être un avocat notamment. Tout à fait. Et dans ce cas de figure, effectivement, la personne qui est mise en cause, le temps de l'enquête pour laquelle on essaye de la faire la plus rapidement possible pour justement limiter les enquête interne, il faut le préciser, c'est pas une enquête menée par la police judiciaire. On est sur un autre cas de figure. Voilà, on est sur une enquête interne. Dans ce cas de figure, la personne qui est mise en cause, l'employeur peut éventuellement envisager une dispense d'activité rémunérée avec la personne mise en cause. On le protège en quelque sorte. On le protège entre guillemets, ou on peut aussi envisager une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête. Et dans ce cas de figure, en principe... Ce qui se pratique assez régulièrement d'ailleurs.
peut arriver en fonction de la gravité et des éléments que l'employeur a au début de l'enquête pour voir si effectivement il y a matière à envisager une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête et préserver les intérêts de chacun. Mettons-nous du côté de celui ou celle qui accuse. Elle peut accuser pour des motifs valables qui seront démontrés dans l'enquête, mais elle peut aussi avoir accusé pour de faux motifs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'entreprise, là, cette fois-ci, se retourne contre lui ou contre elle, la met à pied, peut la licencier, peut engager des mesures disciplinaires? Alors, tout à fait, c'est une possibilité qui peut arriver. En principe, vous avez quand même dans le Code du travail la possibilité d'une protection pour la personne qui dénonce une situation de harcèlement moral et elle ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles de la part de l'employeur si finalement les faits qu'elle a dénoncés ne sont pas établis. Il y a une possibilité de sanction de la personne qui a dénoncé des faits lorsqu'elle sait que ces faits sont faux ou inexistants et qui a pour but de déstabiliser soit un manager, soit l'entreprise elle-même. Exact. Et dans ce cas de figure, s'il y a abus qui est caractérisé, l'employeur peut prendre les mesures nécessaires et notamment d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, voire, le cas échéant, des poursuites pénales en portant plainte contre la personne. Après, il y a évidemment l'enjeu des poursuites pénales. Et elle-même aura droit à la présomption d'innocence dans ce cas de figure. Exactement. Merci à vous, François Aubert, d'être venu nous éclairer sur des points comme ça très précis, de choses qui se vivent comme ça un peu mezzo voce au sein de l'entreprise. Vous êtes avocat en droit social et vous êtes au cabinet Voltaire. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on parle de la simplification. Qu'est-ce que c'est? On en a beaucoup entendu parler. Vous savez, ces agences qui sont des marques d'ailleurs très très connues. Je pense notamment à l'ADEME qui a été beaucoup citée. Mais il y en a plein d'autres. Faut-il simplifier? Faut-il fusionner? Ça représente 40 000 salariés, emploi direct. On fait le point évidemment à l'occasion d'une commission spéciale au Sénat sur ce sujet de la simplification et j'accueille mes invités. Le cercle RH pour parler simplification. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres, notamment sur celle de la ministre Amélie de Montchalin. On y reviendra. Simplifier toutes ces agences d'État qui nous coûteraient cher. On fait le point parce qu'il y a une commission spéciale au Sénat, justement, qui audite, qui entend, qui écoute et qui va faire des propositions. Objectif, c'est faire des économies et clarifier un petit peu les fonctions de chacun entre le gouvernement et toutes ces agences. Alors, il y a plein de noms que vous connaissez. L'ONF, l'IFREMER, Météo France, ça c'est des noms que vous connaissez bien. On peut aller jusqu'à France Travail, on peut aller sur ces institutions que vous connaissez, qui sont finalement des marques. On en parle avec mes invités pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pauline Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Loiret, membre de cette commission spéciale. Donc vous planchez depuis plusieurs mois et vous entendez et vous auditionnez justement sur ce projet de loi de simplification. Je rappelle quand même que c'était dans les années 90, la droite avait poussé à la création de ces agences, pour essayer de décongestionner finalement le mastodonte. Et puis finalement, on en voit aujourd'hui les limites. Et de supprimer des postes de fonctionnaires. Et supprimer, bien sûr, puisqu'on était dans l'ère de on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Sauf qu'on a pris 1 million de fonctionnaires en plus depuis. C'est tout à fait exact. Vous avez entendu Marc Landé, je vous le présente, il a pris la parole, associé chez SIA. Le nom a changé, la marque est là, mais c'est SIA aujourd'hui. On ne dit plus SIA Partners, et je ne le dirai donc pas tout au long de cette émission. Merci d'être là. Pauline Martin, d'abord un premier sujet, parce qu'on a quelques chiffres pour qu'on voit un peu la globalité. 103 agences, 434 opérateurs avec une mission de service public, 317 organismes consultatifs et plus de 700 organismes divers d'administration centrale. C'est de ça dont il est question dans les auditions de la commission spéciale. C'est bien de ça dont vous dites qu'il faut le réduire au courbouillon. Alors, réduire au courbouillon, effectivement. Alors, l'idée, c'est pas de réduire pour réduire. C'est d'abord d'identifier ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est doublon, ce qui ne l'est pas. Et juste, je me permets de revenir sur, effectivement, l'élan sur les agences qui a été lancé dans les années 80. Je pense qu'à l'époque, on partait d'une bonne idée. L'agence, c'est beaucoup plus flexible en termes de marché public, en termes de RH, etc. De recrutement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vidé les ministères ad hoc par rapport aux agences. Donc on a empilé. On empile les choses et on superpose les politiques divers et variées et en ne sachant plus qui a le pouvoir finalement. Marc Landré, ce sujet-là, il faut le mettre sur la table parce qu'Amélie de Montchalin, le 28 avril, c'est hier, a dit, alors
au risque d'ailleurs de mettre en porte-à-faux la commission spéciale, nous on peut avoir 2 à 3 milliards d'économies, on peut faire 2 à 3 milliards d'économies. Ça veut dire que la commission spéciale qui n'a pas encore rendu ses conclusions, la ministre a des documents que la commission spéciale n'aurait pas. C'est un sujet qu'on doit mettre sur la table, ce sujet de la simplification ? À partir du moment où on dépense depuis 50 ans 20% de plus que ce qu'on touche en termes de recettes, forcément, tout ce qui peut conduire à faire des économies, à rationaliser, à être plus efficace, à agir dans le domaine de la performance opérationnelle, tout ce champ est auditable et on peut l'exploiter. Et donc, oui, la question des comités Théodule, des agences d'État, des organismes divers et variés est sur la table, mais elle est sur la table pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on en parle. Les chocs de simplification, les stratégies ministérielles de réforme, la RGPP, on a eu Pacte 2020, on a eu Pacte 2022 avec Édouard Philippe en 2017. Enfin, je veux dire, chaque exécutif lance son plan de simplification de l'administration. Et dans lequel il y a ses corollaires qui sont la simplification de l'ensemble de l'aéropage, de l'écosystème d'agences, de comités Théodule à réduire. D'ailleurs, on a fait du boulot. Je veux dire, on avait 2 fois plus de comités indépendants il y a une dizaine d'années que ce qu'on a aujourd'hui. Donc à chaque fois, à chaque budget, on en supprime quelques-uns. Mais il y a encore de la marge. Là aussi, c'est une petite animation. Alors évidemment, on ne peut pas citer les 103 agences, c'est absolument impossible. On a France Travail, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'ils font un travail assez immense. Je reviens à un article du JDD qui était extrêmement dur à l'égard de l'agence. Le CNRS, c'est 26 000 salariés. Le CEA, Comité de l'énergie atomique. L'INRAE, je ne sais pas si les Français le connaissent, et l'ONF, ça on connaît quand on se balade en forêt, c'est les forêts. Et puis je sais que l'ADEME est aussi dans le collimateur. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, où j'ai vu qu'il y avait des contrats de droit privé, des contrats de droit public, que c'est une grosse machine, et que les écolos vous disent, mais si vous touchez l'ADEME, alors là, il n'y a plus de politique de décarbonation, vous êtes anti-écolo. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais je réponds, tout dépend de qui porte la politique. Aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire il faut supprimer l'ADEME. C'est juste de dire qu'il y a un énorme budget d'intervention qui est utile sur les territoires, parce que utile pour les entreprises, utile pour les collectivités, utile pour les particuliers. Ma question, c'est de dire, mais en parallèle, on a aussi l'ANA qui gère un certain nombre de sujets qui sont équivalents, voire concurrentiels parfois. Agence nationale de l'aménagement de l'habitat. Oui, c'est ça. Voilà, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, on est sur les... Vous avez la tête remplie d'acronymes, en fait. Voilà, c'est bien notre problème aussi en France. Et est-ce qu'à un moment donné, en France, on ne peut pas travailler tous ensemble et avoir beaucoup plus de lisibilité pour les gens qui vont faire appel à ces agences ? Il y avait l'idée de supprimer 2,5%, c'est le nombre d'emplois au sein des opérateurs de l'État. C'était une discussion budgétaire qui avait eu lieu au Sénat et qui avait avorté. Je pose la question, on est dans une émission qui parle d'emploi. On réduit, on fusionne, on réduit au courbouillon. Non, on réduit les postes. On ne supprime pas les emplois. J'entends, mais il faut bien reventiler ces collaborateurs, ces salariés qui vont se retrouver dans des fusions. Non, pas forcément, parce que il y a d'abord... Toute entreprise est confrontée à un moment donné à devoir se réorganiser, remoduler un petit peu son organisation. Parce que le vieillissement de la population, parce que des nouveaux contrats, des nouvelles missions, des nouveaux terrains de jeu. Parce que des crises, etc. Donc c'est la logique. Et c'est la vie naturelle de l'économie que de se transformer, je dirais, quasiment en permanence. Donc il faut utiliser les outils tels qu'ils existent à leur hache. En l'occurrence, là, effectivement, on arrive à un moment où c'est les baby-boomers, donc c'est les enfants qui vont partir à la retraite, ceux qui sont nés après la guerre, qui partent à la retraite. On peut tailler là-dedans. Je veux dire, Nicolas Sarkozy ne disait pas autre chose en 2007 avec la RGPP, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Qui n'a pas existé réellement. Ouais, si, il l'a fait dans les ministères, mais pas dans la fonction territoriale ou hospitalière. Et le problème, c'est qu'il a reversé 50% des économies qui étaient faites sous forme de primes collectives à ceux qui restaient. Donc au final, les économies telles qu'elles étaient attendues n'ont pas été au rendez-vous. Pauline Martin, les fameux 2 à 3 milliards d'économies, je ne cherche pas à vous faire réagir à ce que dit Amélie Montchalin, vous allez l'auditionner, mais Christine Lavarde, qui est la co-présidente, puisque c'est présidé aussi par un communiste, un rapporteur et un communiste avec elle, qui est sénatrice LR, elle dit, nous on ne sait pas trop en fait. Là, au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire, elle évoque peut-être un peu moins d'1 milliard, 1 milliard.
c'est un peu loin de ce qu'évoque la ministre quand même. Alors, que les choses soient claires. C'est une commission d'enquête au Sénat. Donc une commission d'enquête, ça veut dire on prête serment. Hein, et c'est toute la différence. Et c'est aussi l'obligation pour les ministères d'ouvrir leur placard. Hein, ils ont l'obligation d'ouvrir leur placard et donc de nous donner les informations, puisque c'est du pénal derrière, si jamais on n'a pas les informations. Donc ça, c'est extrêmement important. Derrière, si cette commission d'enquête a le mérite de faire bouger l'État sur effectivement le nombre d'agences, la profusion des politiques qu'on superpose, etc., etc., mais je dirais qu'on est gagnant. On n'est pas en concurrence, commission d'enquête État. Si Amélie de Montchalin, effectivement, probablement veut nous couper l'herbe sous le pied en faisant des annonces, très bien, nous l'auditionnons dans quelques jours, et bien très bien, nous allons avoir, j'espère, sa version des faits et effectivement le plan qu'elle va pouvoir proposer. Ce qui ne nous empêchera pas de faire nos propres propositions sur éventuellement des regroupements ou des disparitions d'agences. Je me rappelle de Thierry Mandon qui avait été aussi secrétaire d'État en charge de la simplification. Avec Guillaume Poitrinal. Enfin, ça fait effectivement, comme le dit Marc si bien, ça fait 20 ans que je fais des émissions politiques où on nous parle de ça. Le vrai sujet, je le redis, c'est de pouvoir créer de l'emploi ailleurs si d'aventure vous aviez des difficultés à pouvoir les recaser. Parce que le vrai sujet, c'est quelle mission de service public avec quels effectifs. Je le redis, ça fait 50 ans qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc il y a un moment, il faut se mettre au cordeau. Donc il faut revoir les politiques publiques, quelle mission de service public, et donc du coup, quels frais d'intervention, quelles subventions, quelles primes on met en place. Vous parliez tout à l'heure de l'habitat. L'habitat, on a fait ma prime Covid, pardon, pas ma prime Covid, ma prime Rénov. Ma prime Rénov. Un échec total. Qui est un échec parce que très complexe administrativement, qui a été changé 44 fois. C'est aussi ça, le fait que c'est aussi l'échec parce qu'on est infoutu d'avoir une ligne et de s'y tenir. On change chaque année, donc du coup, tout le monde est paumé. Mais prenons l'exemple de ma prime Rénov. Ma prime Rénov, aujourd'hui, elle est distribuée par une agence. Est-ce que si on supprime l'agence, est-ce qu'on supprime la prime? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est qui la distribue ou qu'est-ce qui est distribué? Donc la vraie question, c'est de faire la différence entre frais d'intervention et frais de fonctionnement. Si vous supprimez des agences ou des comités théodules ou des organismes consultatifs, vous allez baisser des frais de fonctionnement qui ne sont pas énormes. En revanche, ça ne dit rien des frais d'intervention et des subventions de politique publique qui sont dépensées. Parce qu'il y a un ministère de tutelle qui gère ce type d'initiative et que le Parlement vote ce genre de... Exactement. Et que donc le ministère est en capacité d'assumer cette politique publique. Mais quand même, là, on a cité France Travail, CNRS, CEA, je ne vais pas tous les citer. Bon, évidemment, c'est des agences d'État connues. C'est les plus grosses. C'est les plus grosses. Mais il y a des lièvres. Vous levez quand même des petites agences qui servent à recaser l'élu ou qui permettent aux petits élus locaux de pouvoir avoir une petite médaille accrochée au veston. Vous riez, mais c'est vrai. Celle-ci, on en fait quoi? Ces espèces d'espaces comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'y passe d'ailleurs. Et les gens viennent là, paisiblement, ils se réunissent une fois par an, il y a un budget, il y a de la communication. Vous riez, mais c'est la réalité. Alors moi, honnêtement, je crois qu'on doit en être à 40 ou 50 auditions. Je n'ai jamais vu et entendu de ma vie autant de gens indispensables sur Terre. Les cimetières sont remplis de gens. C'est incroyable. Ouais. Ils viennent, alors il faut qu'ils justifient leur rôle, mais ça en devient risible. Ouais, vous en souriez d'ailleurs, j'imagine. Bien sûr, de temps en temps, voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, on identifie. Je vous prends, par exemple, l'ANCT, qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, pour accompagner les territoires dans l'engineering, etc., etc. Vous avez été maire, je le rappelle. Voilà. Vous connaissez bien les Moi, j'ai vraiment une connaissance du terrain. Très honnêtement, probablement, sur certains territoires, c'est utile, ça apporte de l'engineering, mais on n'a pas attendu la NCT pour que les départements s'emparent de ça, pour que les régions s'emparent de ça, viennent accompagner les collectivités qui sont un peu en déshérence et qui manquent de technicité sur un certain nombre de choses. Donc, on recrée un certain nombre de couches qui, aujourd'hui, ne s'avèrent pas vraiment nécessaires. Alors, sur France Travail, très honnêtement, on ne s'est ni attaqué à France Travail, ni au CNRS. Ah oui. J'ai envie de dire que on les a laissés de côté, ce sont aujourd'hui des mastodontes. Vu la période, France Travail, voilà, plus un sur boulot lesquels de dingue. Il faudra probablement s'interroger, mais France Travail a quand même connu un certain nombre de transformations. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il se transforme tous les 4 matins. Ça veut donc dire qu'il y a des questions à se poser sur France Travail. En attendant, il y a quand même besoin d'assumer cette politique. Marc Landré, sans
revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure et faire avancer le débat, mais on a le sentiment que tout le monde est d'accord à peu près sur le diagnostic. Il y a trop de gras, mais personne n'ose couper le gras et couper et trancher. C'est vrai depuis 20 ans. C'est vrai depuis toujours. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? C'est une question de choix politique. On recasse des copains. On a peur. Je vous donne un exemple. On recasse des copains, On d'accord. recasse des copains. Mais je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut nous expliquer l'utilité d'avoir recréé le Haut Commissariat au Plan alors qu'il y avait France Stratégie, Présidé par François Bayrou. Bon, on va mettre les choses dans le plat. Ouais. Pourquoi J'ai vu la liste de ce qu'il avait fait. Pourquoi Emmanuel Macron a recréé le Haut Commissariat au Plan? Pour donner une tribune officielle à François Bayrou, qui avait été vidé du gouvernement en 2017 pour des questions judiciaires. Ouais. Et donc, ça lui donnait une assise pour pouvoir parler autrement que comme étant le numéro 1 de la majorité. Avec une antenne à Pau. Avec une antenne à Pau, dont on a découvert récemment qu'il y avait une antenne à Pau. C'est vrai que Pau, en matière de prospective, c'est quelque chose d'assez sensible. Pauline Martin, ça représente combien, puisque là, on a une liste quand même assez précise, et vous l'avez vous-même, ça représente combien de salariés engagés dans ces agences, dans ces opérateurs ça représente combien de salariés? Alors aujourd'hui, on estime le nombre de salariés autour de 40 000, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est une estimation. Voilà. On ne sait même pas, c'est une boîte noire. Ben non. Parce qu'il y a des mises à disposition, parce qu'il y a une nébuleuse, il y a des contrats d'ordre public, d'ordre privé. Parce que les politiques publiques changent et donc... Donc voilà, on vient grossir la masse salariale. Et effectivement, en fait, je pense que la problématique des agences qui partaient d'une très bonne idée a très rapidement échappé à la vigilance de l'État. Et je pense qu'au contrôle et à la vigilance. Et on a un problème, on a un vrai problème, et ça vaut partout en France, on a un vrai problème d'évaluation des politiques publique. C'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui d'avoir le courage de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, on l'arrête. Stop. Tiens, d'ailleurs, Éric Deligé, que vous connaissez bien, vous vous rappelez, en tant que sénateur, avait lancé un énorme travail pour voir les redondances. C'était le même débat qui était posé. Mais un dernier mot. Oui, prenez le ministère des Finances, le ministère de l'économie, qui structurellement a su se transformer depuis 20 ans, puisqu'il a perdu à peu près la moitié de ses effectifs. Numérisation. Grâce notamment à la numérisation, etc. On a eu en 2018 le prélèvement à la source. Dans l'idée, c'est formidable. Ça a marché, alors qu'on nous a dit que ça ne marcherait jamais. Ça marche. Est-ce que les effectifs de la direction des finances publiques a diminué? Non, elle n'a pas diminué. Non. Au départ, c'est ça. Ça partait de là. Ça partait de là. On devait gagner en efficacité, en productivité pour pouvoir réduire le nombre de postes de fonctionnaires. Ça n'a pas été le cas. Et tout dans cette logique de simplification part de ça. C'est-à-dire qu'on fait des doublons et on oublie de simplifier lorsque c'est possible. Un dernier mot, Pauline Martin, pour conclure. Sauf que plus on dématérialise, si je rebondis sur ce que vous venez de dire, plus on complexifie. Oui, mais exact. Comment on se débrouille en France pour effectivement ne pas avoir juste un tout petit peu de bon sens et le courage de prendre des décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recréer quelque chose pour améliorer l'efficacité du système. De le faire, à un moment donné. On en revient au courage. En 10 secondes, vous le remettez quand, ce rapport? Et à qui? Au président du Sénat? Alors, le rapport, on va le remettre mi-juillet. Voilà. Effectivement, ça va être validé par le président du Sénat. Et bien sûr, ça sera remis au gouvernement. C'est le gouvernement qui va prendre des décisions. Le ministre de l'économie et Amélie de Montchalin en charge des comptes publics qui sera en première ligne. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup, Pauline Martin, sénatrice LR, ancienne maire. LR du Loiret, qui est le plus beau département de France, je tiens à le préciser. Merci à vous, Marc Landré, je ne sais pas d'où vous êtes. Vous êtes associé chez SIA. On ne dit plus SIA Partner, mais il faut vous habituer maintenant à dire SIA tout court. Merci à vous deux. Merci. On poursuit notre débat, d'ailleurs, vous allez le voir. On va continuer à parler de simplification avec notre invité. Alors, c'est la simplification auprès des TPE, PME, avec ce maquis administratif où les chefs d'entreprise, entrepreneurs passent une journée entière à faire la paperasse. On en parle justement avec cet expert et ses fenêtres sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on a beaucoup parlé simplification dans cette émission et on va continuer à le faire. On a parlé des agences, des fusions, des suppressions d'agences. Là, on va parler des TPE, des PME, de cette complexité administrative. Et j'accueille Marc Canaple. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir, responsable du pôle droit économie de la CCI Île-de-France. Donc les entreprises de l'Île-de-France avec un rapport
important, j'espère qu'il va être repris par le gouvernement. Rendons leur agilité aux entreprises, 45 propositions de simplification de l'environnement réglementaire des entreprises. Commençons par la chose qui est souvent la plus critiquée, ou en tout cas la plus tendue, proposition 27, 31, 32, la simplification en matière de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on doit simplifier ? Alors effectivement, il y a beaucoup à dire sur le contrat de travail. Nous, on a voulu stigmatiser quelques petits points au moment de la conclusion du contrat. Le temps partiel. La loi impose que le temps partiel soit au minimum de 24 heures hebdomadaires, sauf si le salarié en fait une demande motivée pour des justifications ou des contraintes personnelles. Nous, notre idée, c'est que cette demande, elle se fasse dès la conclusion du contrat, quand c'est le cas, et qu'elle soit incluse dans le contrat. La rupture est un autre moment important. France Travail demande à ce que l'employeur, et c'est normal, déclare sur son site la rupture du contrat, c'est la fameuse attestation d'assurance chômage. Oui. Sauf que quand le salarié se présente chez France Travail, on lui demande aussi qu'il remette la version papier, alors que France Travail a déjà le document dans ses dossiers. Donc c'est des démarches qui sont redondantes, qui font perdre du temps aux chefs d'entreprise et pour lesquelles on voudrait que tout ça soit simplifié. Alors, il y a un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet qui est lié d'ailleurs à notre émission, aux enjeux de recrutement, la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, et ils sont nombreux, et vous pointez du doigt et vous souhaitez une simplification en matière des salariés étrangers. Et ça, on l'a vu à travers un certain nombre de métiers techniques et de professions techniques où l'entrepreneur ne peut pas embaucher. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Alors là encore, il y a plusieurs hypothèses. Il y a celle de l'embauche d'un étranger. Le chef d'entreprise doit vérifier que celui-ci est titulaire d'un titre de travail. Et on se dit que ce serait plus simple de faire cette vérification dans le cadre de la DSN, puisque la DSN est obligatoire et préalable à l'embauche. Donc ça simplifierait les process. Une fois que le salarié est embauché, son contrat va évoluer. J'ai embauché, par exemple, un apprenti. Il est resté chez moi pendant 2 ans. Il a obtenu son diplôme. Je souhaite le garder dans mes effectifs. Il faut que je refasse une demande d'autorisation de travail, alors qu'il travaille déjà chez moi depuis 2 ans. J'ai un salarié dont le champ géographique de travail est limité à l'Île-de-France. C'est tout à fait légal et tout à fait logique. Je suis en Essonne. Je dois intervenir chez un client dans le Loiret, à 10 km. Je ne peux pas envoyer mon salarié. Peut-être prévoir la possibilité que celui-ci puisse intervenir dans les départements limitrophes. C'est autant de mécanismes assez simples à mettre en place qui ne sont pas coûteux et qui simplifieraient la vie du chef d'entreprise. Je précise quand même que les propositions que vous faites, peut-être à l'instar des propositions de la commission spéciale, c'est à l'euro constant. Ça ne coûte rien ni aux entreprises ni aux contribuables, on est bien d'accord ? On est bien d'accord, c'est de la simplification des process, des procédures, des mécanismes. Il n'y a aucun argent public d'engagé. Alors vous qui êtes un juriste émérite, il y a aussi des propositions, et là c'est intéressant, sur la simplification de la rémunération. C'est-à-dire vous nous rendez le bulletin de paie plus clair, plus simple à lire, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué qu'un bulletin de paie. Alors, il y a depuis de longues années des réflexions sur la simplification du bulletin de paie. Je vais le dire sous forme de petites blagues, mais c'est compliqué de simplifier le bulletin de paye. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. On parle par exemple des accidents du travail. Le chef d'entreprise a un taux de cotisation d'accident du travail. Qui est lié d'ailleurs. Qui est lié à son secteur d'activité, à son taux d'accident personnel. Sauf que ce taux n'est pas appliqué aux fonctions support, puisque les fonctions support ne comportent pas forcément le même risque que les autres métiers dans l'entreprise. Ce taux différent n'est appliqué que si le chef d'entreprise en fait la demande. Or, l'URSSAF a déjà toutes les informations sur les emplois dans la fameuse DSN. J'y reviens. La DSN est un outil déclaration sociale nominative. C'est un outil formidable. Et les chefs d'entreprise y sont désormais très attachés. Tous les éléments sont déjà dans la main des administrations. Vous nous dites aussi qu'il faut être un peu plus agile sur le numérique, parce qu'en fait, tous ces documents existent, pas la peine de refaire des impressions, de se déplacer. C'est beaucoup de temps de perdu pour l'entreprise, et puis on n'a pas le temps, mais il y a d'autres propositions, notamment de ne pas oublier qu'une entreprise vit 99 ans, et puis qu'il faut bien proroger ses droits. Alors tout à fait, un contrat de société a une durée de vie maximale de 99 ans. On a proposé une prorogation tacite, et cette mesure a déjà été reprise, non pas dans la loi de simplification qui se discute, mais dans une loi précédente, et elle est désormais dans le code. Merci Marc Canap, responsable du pôle droit économie CCI Île-de-France, avec ses 45 propositions. Allez les voir, elles seront reprises, j'espère, pour la plupart ou pour la grande majorité. Merci à vous, merci de votre fidélité, nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe, merci à Angel à la réalisation, merci à Thibaut au son, et merci à Romain qui était là aussi pour la réalisation, puis merci à Nicolas Juchat qui m'a soufflé le nom de Romain. Merci à vous, merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.